Non, parce que pour parler du downfall de Manchester United, il y a beaucoup de monde. Mais pour parler de celui de Tottenham, il n'y a personne. Les gars, Tottenham, à la mi-saison, on a même joué plus de matchs que la moitié. Tottenham est 15e de Première Ligue. 24 points. Alors, pas trop menacé par la relégation, mais Tottenham est 15e de Première Ligue. Je crois que ça fait peut-être 15 ans ou 16 ans qu'ils sont dans le top 6. Et cette équipe est 15e de PL. Je vous jure, les gars, que j'arrive pas à m'en rendre compte. Mais ça me fait de la peine, limite. Ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'en plus, l'équipe de Tottenham, sur le papier, elle est bonne. Postecoglou, quand il était arrivé, il avait fait un super travail. Mais là, l'équipe se décompose. Et vous savez depuis quand? Depuis le 4-0 à City. Parce que depuis ce match-là, qui était d'ailleurs fin novembre, ils n'ont gagné qu'un seul match, c'était à Southampton. Sinon, c'est que des nuls ou que des défaites. Il y a un vrai problème dans cette équipe au niveau défensif, au niveau du milieu de terrain. Et aussi, évidemment, avec des individualités comme Mingson qui sont moins, justement, choquantes, on va dire, qu'à l'époque, moins décisifs. Et malheureusement, on a un vrai problème dans cette équipe. Respectez Rodrigo. Parce qu'à défaut de vouloir attraper ma veste, que vous allez peut-être faire après ce que je vais vous dire, mais les gars, pour moi, Rodrigo n'est pas considéré au même titre que Vinicius et Mbappé, alors que pour moi, sur la régularité de la saison, il est autant important que l'un et que l'autre. Je vous dis la vérité. Voilà, peut-être que c'est parce qu'il state un peu moins qu'on ne le met pas dans la discussion, mais pourtant il est autant important dans le jeu, dans le déséquilibre, dans les différences qu'il est capable de faire. Il est tout ultra important, il est hyper polyvalent, on le voit bien hein, d'ailleurs quand Vinicius n'est pas là, il est aligné à gauche et limite il est meilleur à gauche qu'à droite, il fait des différences toujours folles, il sauve tout le temps cette équipe, même contre le Real Madrid, contre le Barça pardon, quand ils ont tous été mauvais, Mbappé a été bon mais Rodrigo aussi a été bon et tout le monde oublie de le dire, Rodrigo est à un niveau de performance très régulier. Et je comprends quand il disait « Ouais, j'avais pas la reconnaissance, etc. » Moi, je voulais pas trop parler de ça. Mais c'est vrai, il a raison. Il a pas la reconnaissance alors que c'est un top joueur à son poste et qu'il est aussi important que les deux autres de l'attaque. J'arrive pas à comprendre qu'un mec à qui tu donnes si peu de minutes et qui te le rend pourtant super bien, parce que c'est un mec en termes de rapport temps de jeu, apport sur le terrain, qui est stratosphérique limite. Il a tellement peu de minutes, le mec il les rentabilise super bien. Là, c'est lui qui te qualifie, qui te sort du bourbier dans lequel tu t'es mis contre le Celta Vigo en coupe jeudi soir. Et là, tu mènes 4-1 contre Las Palmas. Tu vois que Las Palmas, voilà, le match il est plié, ils alignent plus un pied devant l'autre. Et à la 64e, ils prennent un rouge. Fais-le rentrer. Fais-le jouer. Donne-lui du temps, donne-lui de la confiance. Au moins, il a une bonne demi-heure, il peut kiffer. Non, tu le fais rentrer à la 83e. Pour qu'il ait à peine 10 minutes. Moi, je suis désolé, mais ça, je comprends pas. Hendrick doit avoir beaucoup plus de temps de jeu, surtout quand tu veux montrer que tu veux conserver tout ton effectif. Il y a des très grosses échéances qui arrivent, la Ligue des Champions, la fin de saison en championnat, s'il y a des blessés, il sera peut-être amené à jouer. Il faut qu'il ait du temps, il faut qu'il ait de la condition. Oui, après t'avoir critiqué pendant quelques temps parce que t'avais plus la tête dedans. Mais c'était pour ça. C'était parce qu'on avait l'habitude de voir ça et qu'on ne voyait plus ça qu'on s'énervait. Mais là, depuis une semaine, déjà le niveau physique, la ligne, il est fit, il est bien, il est en jambes et il fait les différences. Il va à une vitesse, j'ai l'impression de revoir le Mbappé de ses 18 ans. Il dribble quand il faut, il fait la passe quand il faut, il est efficace. Il joue avec ses coéquipiers, il accélère le jeu de l'équipe. En une mi-temps déjà contre Las Palmas, il a retourné totalement le match à lui tout seul. Sur le deuxième but, la prise de balle avant sa frappe, elle est exceptionnelle. Le dernier but, il est magnifique. On a retrouvé Kylian Mbappé. Merci. Très clairement, je me dessus. Pourquoi? Parce que ces aliens sont de retour. Les mecs, ça fait depuis le début de la saison qui sont en panne, ils sont de retour. Lui, il a retrouvé son niveau de la saison dernière. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur sur l'année 2025 en Première Ligue. Et lui, bah, il y a juste à voir son visage. Il est redevenu tout rose. Il est redevenu tout rose. À 3 jours du match contre le PSG.
Et il est à un niveau stratosphérique, il a 5 passes D en 2 matchs. De toute façon, on sait, hein. Kevin De Bruyne Rose, voilà. Donc en fait, le vrai problème aussi qu'avait City dernièrement, c'était surtout sur l'animation offensive. Ça fonctionnait plus. Là, tu retrouves celui qui a été le meilleur joueur de PL la saison dernière et surtout celui qui est le dépositaire du jeu de ton équipe depuis tant d'années dans la stratégie de Pep Guardiola. Très clairement, je vous dis, je me fais caca dessus. Voici le top 10 des défenseurs les plus décisifs du Big Five cette saison. Le premier, c'est Grimaldo, mais ça on en a l'habitude, hein, avec 12 buts plus passes décisives. On se rappelle l'année dernière, il avait fini à plus de 23-24 avec Leverkusen. Et ben, il continue sur la même durée, le même rythme, évidemment, en ce début de saison. Jules Koundé, deuxième 10, ça pour moi c'est le plus choquant. Parce que c'est vraiment un joueur qui s'est adapté. Au tout début, on avait vu quand il a commencé latéral, même s'il n'aimait pas jouer à ce poste-là, qu'il était surtout très très bon défensivement. Mais là, cette saison, il y a vraiment le côté offensif avec. C'est devenu un vrai latéral droit. Et d'ailleurs, pour moi, même un des meilleurs du monde actuellement. Di Marco et Hakimi sont 3e et 4e avec 10. Ensuite, on retrouve Ait Nouri, et on en parle très peu, franchement, avec 9 buts plus passe D dans un Wolverhampton en plus, qui joue le bas de tableau en première ligue. C'est vraiment à souligner. Robinson aussi, on en parle peu, le latéral américain, 9 buts plus passe D également avec cette équipe de Fulham. Denzel Dumfries avec 8, lui aussi on en a désormais l'habitude. Mitchell Weiser du côté du Werder Bremen, super latéral et il montre de très belles choses cette saison. Alexander Arnold avec 8 et Nuno Tavares aussi, l'ancien Marseillais, avec la Lazio également avec 8. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement en commentaire. Vous l'avez bien vu sur le post de Fabrizio Romano, Ryan Cherki a une autorisation de partir de Lyon au mois de janvier pour 22 millions. 22 millions 5. 21 ans, avec le potentiel qu'il a. Il lui reste 1 an et demi de contrat, hein. Il lui reste pas 1 an de contrat. 22 millions en départ. Alors, si c'est Lyon qui le fait pour exaucer la volonté du joueur de partir, vous allez me dire que même s'ils le mettent à 40-50 millions, il n'y a pas énormément de clubs qui vont se positionner pour lui, avec le talent qu'il a. 22 millions, ce serait une des pires affaires de transfert de l'histoire de Lyon. Pour un joueur comme ça. Vraiment. 22 millions 5, je comprends pas, moi. Déjà, lui, je lui conseille de rester à Lyon 6 mois parce qu'il est en forme, il est bien, et que je pense pas que c'est le meilleur moment de partir tout de suite. Mais à 22 millions 5, j'appelle tous les clubs d'Europe, foncez. Foncez. Mais très clairement, pour Lyon, ce serait un scandale, un drame. Moïse Caicedo. Alors, je parle pas que du match de ce soir, où il a été monstrueux, mais de toute la saison globalement. C'est un monstre. Mais c'est un vrai monstre, les gars. Le volume de jeu qu'il a, c'est exceptionnel. Les zones qu'il est capable de couvrir à lui tout seul. Et surtout, la récupération, le nombre de ballons qu'il récupère. Quand il fait le pressing, qu'est-ce qui fait mal? Franchement, t'es au milieu de terrain ou t'es attaquant, t'as Caicedo sur toi, tu vas passer 90 mauvaises minutes. Il te lâche pas. Et il couvre une zone énorme. C'est à un moment donné, il peut être au milieu sur la droite, après il peut être au milieu sur la gauche 2 secondes après. Il a un volume de jeu qui est stratosphérique, ce garçon. Et au-delà de ça, très souvent, c'est lui en défense qui sort les ballons aériens. Il accompagne aussi les offensives. Il peut être là pour frapper. Enfin, c'est vraiment, pour moi, cette saison, c'est vraiment un des meilleurs milieux du monde. C'est un top 5 et il est sûrement pas 5e. Chalobah a été prêté par Chelsea cet été à Crystal Palace. En Angleterre, dans les prêts, il y a une clause qui stipule qu'à tout moment lors du mercato d'hiver, tu as le droit de rappeler ton joueur que tu as prêté si tu en as besoin. Et c'est ce qu'a fait Chelsea avec les problèmes défensifs qu'ils ont eu et également quelques blessures. Ils ont décidé de rapatrier Trevoh Chalobah qui en plus faisait du très très bon boulot du côté de Crystal Palace durant ces 4 premiers mois. Chalobah revient. Premier match à Stamford Bridge, masterclass. Masterclass. Ce soir, j'ai regardé tout le match. Masterclass de Chalobah en défense centrale, les gars. Soyons honnêtes et n'ayons pas peur de le dire. Il a été énorme. Il a récupéré tous les ballons. À un moment donné, il y a même sur le coup franc avec Cole Palmer. Il va le voir, tu sens qu'ils veulent faire une combinaison. Palmer serre Chalobah, la tête de Chalobah. Madueke vient lui voler un peu le but parce qu'il y avait but. Mais voilà, il a été partout aujourd'hui. Il a fait des interceptions aussi de grande classe. Il a pris tous les ballons au niveau aérien. Également un très 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 bon jeu au niveau de la relance. Franchement, il a été grandiose et c'est la belle histoire de la soirée. Les joueurs qui ont été formés ensemble et voir ce qu'ils sont devenus par la suite.
On commence avec Jadon Sancho, Phil Foden et Brahim Diaz. Voici une photo d'en 2017 lorsqu'ils étaient tous dans le centre de formation de Manchester City. Et ben aujourd'hui, 7-8 ans après, Brahim Diaz est du côté du Real Madrid, Jadon Sancho du côté de Chelsea et le seul qui est resté à Manchester City, c'est Phil Foden. Voici une photo en 2018, Poku Barsi et Lamine Yamal et regardez-les 6 ans, 7 ans après, justement, je dis 6-7 ans parce que 2025 on est vraiment au tout début, dans l'une des meilleures équipes d'Europe et en étant des titulaires indiscutables, Koubarsi et Lamine Yamal. Ensuite, c'était aussi, il y a à peu près 6-7 ans, Jamal Musiala et Jude Bellingham, les gars, voilà les deux quand ils étaient dans les équipes de jeunes en Angleterre. Musiala a d'ailleurs par la suite changé de nationalité, passé avec l'équipe allemande qu'il a choisie. Et derrière, Jude Bellingham au Real Madrid, Jamal Musiala au Bayern, deux des meilleurs joueurs du monde, hein, évidemment, en ce moment. Ensuite, on regarde la même chose au niveau des entraîneurs. Mikel Arteta et Xabi Alonso, la photo date de 1990. Aujourd'hui, entraîneur, l'un à Arsenal, l'autre au Bayer Leverkusen. Et on termine avec Mason Mount et Declan Rice, formés tous les deux à Chelsea. La photo date d'il y a maintenant 14 ans. Et aujourd'hui, l'un est à Manchester United, l'autre à Arsenal.